Bonjour et bienvenue pour cette table ronde sur la cybersécurité dans le contexte du plateau Talk to Channel sur IT Partners en 2025. La cybersécurité, c'est un sujet tellement vaste que parfois on ne sait pas par quel bout l'attraper. Aujourd'hui, nous avons décidé de l'attaquer sur un aspect plus réglementaire, plus sécurité, plus ce qui est obligatoire de faire concernant la cybersécurité, tout en parlant quand même des aspects techniques, des risques aujourd'hui qui sont encourus par les utilisateurs, par les entreprises. Et on va essayer de vous donner quelques idées, quelques réflexions, quelques éléments pour comprendre, pour anticiper, pour préparer les nouvelles propositions que vous allez pouvoir faire à vos clients en tant que revendeur, en tant que professionnel de l'informatique. Pour participer à cette table ronde avec moi, j'ai la chance d'avoir Sophie Monestier, qui est la fondatrice d'une société qui s'appelle Cyberassure, et surtout une des rares sociétés françaises qui propose de l'assurance dédiée, spécialisée pour la cybersécurité. Nous avons la chance d'avoir avec nous Éric Barbry, un célèbre avocat spécialisé également dans le domaine de la cybersécurité et de l'informatique, parce que l'informatique, c'est également très réglementaire et il y a beaucoup d'aspects contractuels dans ce domaine. Et puis, je ne sais pas si c'est la peine de le présenter, Guillaume Poupard. Dans le monde de la cybersécurité, tout le monde a entendu son nom au moins une fois. Il a été directeur de l'ANSSI, et il est aujourd'hui chez DocaPost. Est-ce que je peux demander, pas de te présenter, Guillaume, parce que c'est plus la peine, mais de nous dire un petit mot sur ton actualité aujourd'hui et ce que tu fais aujourd'hui après avoir été directeur général de l'ANSSI? Avec plaisir, après presque 9 ans passés à l'ANSSI avec toute l'évolution de la cyber qu'on a pu connaître, en bien comme en mal. Donc depuis 2 ans, je suis chez DocaPost, où je m'occupe de sujets techno autour du cyber, parce qu'on ne se refait pas, à la fois pour notre propre sécurité, parce qu'évidemment, on doit commencer chez nous, mais également pour proposer des solutions, et puis également autour du cloud et de l'IA. Les 3 sujets étant évidemment différents, mais parfois avec de vraies adhérences. La relation, c'est l'informatique, tout ça, c'est C'est de l'informatique, on est le point d'accord. commun. On ne parle plus d'informatique aujourd'hui, mais ça reste ça, c'est du numérique, bien sûr. Et Eric, est-ce que je peux te demander, non pas de te présenter, mais de nous dire un petit mot sur le cabinet Racine, sur les problématiques, sur ce qui fait aujourd'hui le cœur de ton activité? Alors nous, on intervient, on est 12 dans l'équipe, on intervient sur tous les projets informatiques, télécom et évidemment cyber. Et si tu me demandes ce que je fais, ben, par exemple, je suis actuellement, comme tu me vois, en cellule de crise depuis samedi 19h34 pour être très précis, où j'ai vu arriver un truc sur mon smartphone sur WhatsApp en marquant groupe crise. Et voilà, et on s'est retrouvé effectivement à gérer une crise. Alors moi sur la partie avocat, hein, donc c'est pas avec moi qu'on va faire du forensique, de la remédiation, des choses comme ça. Mais par contre, effectivement, les notifications à la CNIL, l'information aux personnes, les plaintes pénales, la saisine et les relations avec l'ANSSI. Enfin voilà, c'est quasiment mon quotidien, malheureusement, j'allais dire. Autant de choses qu'on va essayer d'évoquer au cours de cette table ronde. Sophie, est-ce que je peux te demander de nous présenter un petit peu le cabinet Cybassure? Bien sûr. Alors moi, je suis assureur depuis 30 ans, spécialisée dans l'entreprise et en particulier sur le volet RC. Et à partir de là, j'ai créé un cabinet de courtage dédié cyber risque, hein, et RC. Il y a une dizaine d'années. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, notre métier, c'est de chercher les bonnes solutions pour les entreprises. Parce que c'est une assurance spécifique, hein, et l'assurance, voilà. Donc, il faut pouvoir faire le comparatif entre les différents contrats et les différentes compagnies d'assurance qui existent. C'est le métier du courtier. Et tu es basé où? Je suis basée dans le centre de la France. Mais aujourd'hui, être basé physiquement quelque part, ça n'a plus vraiment d'importance parce qu'on travaille en visio, hein, on travaille sur de l'immatériel. Notre métier, c'est de faire de l'immatériel. Donc, c'est pas d'assurer des bâtiments aujourd'hui. Donc on est partout, voilà. Mais mon cabinet est dans le centre de la France, à Châteauroux. Guillaume, on ne peut pas commencer une table ronde sur la cybersécurité sans faire quand même un petit état des menaces, un petit état de la cybersécurité et donc les cyberrisques. On en est où aujourd'hui? On en est toujours grosso modo avec les mêmes risques. Heureusement, ça ne change pas tous les 6 mois. Par contre, ça évolue en termes de qualité, si j'ose dire ça comme ça. Euh, on a 3 grands risques qu'on qualifie de cyber. Et plus généralement, il y a les menaces numériques dans lesquelles on peut mettre les arnaques, on peut mettre toutes les manipulations qu'on peut voir aujourd'hui. Donc les puristes dont je fais partie dans le cyber ne mettent que les attaques consistant à prendre le contrôle d'un système d'information de manière volontaire. Mais c'est vrai que les arnaques, les fraudes au président, leur évolution, tout ce que permet l'IA
en termes du prix des victimes, évidemment, étant encore le champ des attaques numériques. Et donc, si on veut se concentrer vraiment sur le cyber, il y a 3 grands risques. Un risque criminel où le but, il est toujours le même, c'est de faire chanter la victime pour lui faire payer une rançon. Donc ces fameux rançongiciels, ransomware, malheureusement, c'est une vraie plaie depuis des années et ça ne baisse pas. La seule manière de s'en protéger, c'est de s'en protéger. Il ne faut pas espérer que la menace disparaisse. Et ça concerne tout particulièrement les PME, les collectivités locales, les petits acteurs finalement qui sont devenus des victimes faciles pour ces criminels, là où les grands groupes se sont organisés. Parfois poussés par la régulation, on en reparlera, mais grosso modo sont beaucoup plus durs à attaquer. Par contre, les petits restent des proies faciles et leur sécurité est une priorité. Les 2 autres menaces, pour être complet, c'est l'espionnage. L'espionnage, personne n'en parle. Les victimes ne veulent pas en parler. C'est honteux de se faire espionner. C'est toujours très, très stressant en termes d'impact. Ça ne se voit pas. Si on ne veut pas le voir, on ne le voit pas. Et donc il y a une sous-représentation de l'espionnage dans la perception médiatique. Si vous parlez avec des victimes, personne ne vous dira qu'il a été espionné en pratique. Sauf que c'est clairement ça probablement la menace dominante, même pour les petits. Et puis il y a une dernière menace qui nous dépasse tous, mais qui nous concerne tous, c'est le fait d'utiliser le numérique comme une sorte d'arme de guerre. On vit dans un champ de bataille numérique aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. On sait qu'il y a des conflits partout, hein, en Ukraine, au Moyen-Orient, et parfois des conflits non déclarés, y compris avec des gens qu'on pourrait pourtant qualifier d'alliés. Et là, le cyber est extrêmement fort. Donc là, on n'est pas individuellement des cibles, probablement, dans ce champ de bataille, mais on peut être des victimes collatérales. Et ça, malheureusement, on l'a observé à plusieurs reprises. J'ai l'impression aussi qu'il y a des menaces indirectes qu'on sous-estime souvent. Par exemple, l'utilisation de ChatGPT. Si on met des données d'entreprise, elles peuvent être utilisées, récupérées, ressorties, manipulées. Complètement. Ça c'est quelque part la mauvaise utilisation du numérique. Qui est tout à fait légitime. Moi, je comprends les gens qui font ça. Et ça passe vraiment par la formation des utilisateurs. Moi, j'ai vu plein de gens dire « Ah ouais, mais c'est pas cool, dans mon entreprise, je n'ai pas le droit d'utiliser ChatGPT, je suis obligé de l'utiliser sur mon téléphone perso pour pouvoir travailler. » Voilà. Donc ça s'entend quelque part, c'est naturel comme démarche parce que les gens, ils ont envie d'utiliser des outils modernes pour travailler. Simplement, ils n'ont pas compris pourquoi leur entreprise ne le permettait pas. Et tout le problème, il est là, il est autour de ce qu'on appelle le shadow IT parfois. Et c'est très tentant, hein, puisqu'on a des moyens personnels qui sont parfois plus performants que les moyens mis à disposition par l'entreprise ou par l'employeur. Et en même temps, il y a de vrais risques associés. ChatGPT, les données que vous lui envoyez, vous ne savez pas ce qu'elles deviennent. Et moi, comme je suis paranoïaque, j'ai tendance à penser qu'elles ne sont pas perdues pour tout le monde, bien évidemment. Et ça, c'est extrêmement classique. Il y avait un sujet moins connu, mais qui fonctionnait exactement comme ça. Il y a une plateforme gratuite qui s'appelle Virus Total. Si vous voulez tester un fichier, savoir si dedans il y a des virus ou pas, vous l'envoyez le fichier, et puis ça vous dit, voilà, ça teste tous les antivirus, ça vous dit, voilà, avec tel niveau de confiance, il y a un virus ou pas. Sauf que ces fichiers-là, ils ne sont pas perdus. À tel point que quand j'étais à l'ANSSI, on rachetait les bases de données de ces fichiers qui avaient été soumis pour voir justement s'il n'y avait pas eu des fuites d'informations. Parce que ceux qui sont derrière, les grands noms du numérique, en font un commerce après. Et ça, les gens ne le savent pas en l'utilisant. Donc avant même de parler de cybersécurité, de parler de réglementation, de parler de sécurisation des entreprises, des administrations, des entités, la question de l'acculturation au bon usage du numérique reste une priorité, probablement. C'est la responsabilité de tous de faire ça, probablement. C'est la responsabilité des employeurs. C'est la responsabilité de l'État également de sensibiliser. C'est la responsabilité d'acteurs comme Cybermalveillance, qui sont d'ailleurs sur le salon, qui sont là pour dire non pas que c'est la faute de l'humain s'il y a des problèmes numériques, mais que en étant bien formé, bien averti sur ces risques numériques, on peut être beaucoup moins victime, en tout cas beaucoup moins susceptible de l'être. Moi, je dirais que c'est une nécessité même aujourd'hui de se former. C'est indispensable. Beaucoup plus qu'une responsabilité. Eric, pour faire un petit point, après avoir fait un petit point des menaces, ce qui est toujours très rassurant, il faut le dire, est-ce qu'on peut faire un petit point des problèmes que rencontrent les entreprises aujourd'hui et qui reviennent vers toi? Alors, on a bien compris que tu étais en situation de crise en ce moment, mais au-delà de ça, quelles sont, d'une façon générale, si on voulait faire un panorama un petit peu des problématiques avec lesquelles les entreprises viennent vers toi aujourd'hui? En matière de cyber, les problématiques sont à peu près toujours les mêmes. Bon, j'enlève, on a déjà parlé des attaques cyber et la manière dont on peut intervenir. Après, il y a toute la partie amont qui est surtout dans quel référentiel juridique je me situe.
parce que c'est objectivement un peu compliqué. Il y a des entreprises qui sont soumises à des textes comme DORA, banque, finance, assurance, d'autres qui sont soumises à NIS 2, d'autres qui sont soumises au 2, d'autres qui sont soumises à d'autres réglementations sectorielles dans le domaine de la santé par exemple, d'autres qui sont soumises à des réglementations sectorielles dans le domaine du transport, dans le domaine de l'énergie, etc. Donc la difficulté qu'on a quand on est une entreprise, et on le voit quand on cherche par exemple à être certifié 27001, c'est un certificateur, le premier truc qu'il va te demander, c'est quoi votre référentiel et est-ce que vous savez si vous êtes conforme à ce référentiel. Donc beaucoup d'entreprises viennent nous voir en disant écoute, on est perdu. Objectivement, on a du mal à comprendre dans quelle situation on se situe. On a du mal à voir au niveau de la timeline, enfin du calendrier de mise en œuvre, si on parle par exemple de NIS 2 ou si on parle du règlement IA. Franchement, au niveau des dates, on est perdu, on ne sait plus trop à quel moment on devra faire les choses. Donc notre premier job, c'est d'essayer de rassurer le client et de lui trouver le bon référentiel. Le deuxième, c'est un R aussi, c'est rationaliser. On essaye de les aider à rationaliser les procédures. Pourquoi? Parce que quand tu es une entreprise, tu te retrouves soumis à 2, 3, 4 textes en matière de régulation avec de la cyber, mais pas que, dans lequel tu vas devoir, par exemple, analyser tes prestataires IT tiers. Et tu vas devoir voir sur DORA, est-ce qu'il y a bien les clauses dans les contrats? Sur le RGPD, est-ce qu'ils sont bien conformes au RGPD? Sur tel machin, etc. Et en fait, les gens passent leur temps à essayer d'identifier les menaces et refont souvent le même job. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est rationaliser les procédures, des procédures d'audit, des procédures de notification. Pour l'instant, on n'a pas encore les notifications avec NIS 2, mais on sait qu'on aura, quand on aura une attaque sur NIS 2 ou sur DORA, il faudra notifier en même temps la CNIL s'il y a besoin, et en même temps l'ANSSI s'il y a besoin, et en même temps un autre régulateur. Et tout ça, ça fait 3 ou 4 notifications avec des délais qui ne sont pas les mêmes, avec des contenus qui ne sont pas les mêmes, et donc les gens vont se planter. Donc nous, notre job, c'est d'essayer là aussi de les aider à avoir des méthodologies rationalisées en disant je peux gérer en une seule fois les audits, je peux gérer en une seule fois les notifications, etc. Et un troisième sujet sur lequel on intervient, c'est la partie contractualisation, qui est souvent honnêtement mal géré. C'est-à-dire que les clients ne savent pas négocier les contrats cyber et les prestataires, honnêtement, ne font pas tellement d'efforts pour avoir des bons contrats cyber. Je veux dire par là que si tu regardes les contrats de pentest, par exemple, qui sont quand même aujourd'hui légion et sur lesquels il y a des obligations particulières, notamment dans le monde bancaire et assurance et finance, dans lequel on dit, voilà, les gars, il va falloir mettre en place un plan de pentest. Quand je regarde les contrats qui sont proposés par les pentesters, quelle que soit la taille de l'entreprise, honnêtement, les contrats sont ce que j'appellerais assez moches sur un plan juridique, puisqu'il est souvent repris les conditions générales habituelles. Or, quand tu bosses sur du SOC, quand tu bosses sur du pentest, quand tu bosses sur du patch management, bref, quand tu bosses sur tous ces contrats de cyber qui sont au cœur de ce qu'attend l'entreprise pour être protégée, on ne peut pas se permettre d'avoir des contrats qui sont des contrats des conditions générales d'intervention classiques en matière IT, quoi. Voilà les 4 sujets sur lesquels on intervient. Le cœur de la problématique, souvent, c'est la responsabilité. Évidemment que dans les contrats, c'est ça, mais c'est pas que ça. C'est aussi, par exemple, si tu prends le pentest ou le SOC, c'est quelle méthodologie je mets en œuvre. Voilà, avec quels moyens, dans quelles conditions. On rigolait avant de venir tout à l'heure. On est quand même sur. Alors, on partage la même violation avec Sophie depuis samedi. Donc, je suis très content que le client commun ait accepté de travailler avec Sophie, puisque en fait, ça nous a un peu sauvé la mise pour être transparent. J'étais atterré par le fait que 2 des 3 prestataires avec lesquels on travaillait étaient fermés le dimanche. Fermés le dimanche, quand tu as une attaque cyber, le vendredi à 19h34. C'est juste pas possible. Donc il y a aussi des problématiques de moyens. Si on a un SOC, un SOC, ça ouvre pas à 9h et ça ferme pas à 21h. Ou alors c'est pas un SOC, ou c'est un demi-SOC. C'est une soquette. Voilà. Sophie, Oui. dans ce contexte, comment est-ce qu'on arrive à assurer les choses? Comment est-ce qu'on aborde le problème pour proposer des assurances quand on a de la complexité technique, de la complexité juridique, de la complexité contractuelle? Alors d'abord, on travaille avec les bonnes compagnies d'assurance. C'est-à-dire qu'on travaille avec des assureurs qui sont vraiment spécialisés. Parce que l'assurance cyber, ça a été, il y a 5, 6 ans, 10 ans, personne n'en voulait. On avait que les Américains et les Anglo-Saxons. Les compagnies traditionnelles sont arrivées un peu timidement, petitement, mais surtout pas avec des contrats complets. Et on a aujourd'hui de nouveaux acteurs qui sont vraiment des spécialistes et qui, là, en l'occurrence, on ne va pas faire de la pub, on ne peut pas les citer, mais sur le sinistre évoqué par Eric, c'est clair qu'ils ont pris en main la crise et ils ont sauvé l'entreprise, clairement. D'accord. Donc,
on trouve les bonnes compagnies d'assurance. D'accord. Et ça, c'est le travail du courtier parce que c'est vraiment un métier à part entière. C'est une spécialité dans le métier de l'assurance et il faut bien dominer la partie responsabilité civile. Et quand on est sur le IT Partners où ce sont des distributeurs de solutions informatiques, dans 99% des cas, ce n'est pas leur métier que de savoir s'ils sont couverts en responsabilité civile, s'ils sont mis en cause, ou si c'est leur client, parce qu'ils ils font de l'hébergement. Est-ce que si leur client est touché, est-ce que c'est eux qui vont devoir intervenir ou pas? Ça, c'est très compliqué. Donc voilà, le premier sujet, c'est de trouver la bonne compagnie d'assurance en passant par un courtier qui est spécialisé. Le deuxième sujet, c'est de dimensionner le contrat à la hauteur des besoins et de le dimensionner par rapport au niveau de protection de l'entreprise. Monsieur Poupard, vous évoquiez tout ce qui était prévention. Il est clair que même une entreprise très bien, et l'entreprise auquel on pense sur le site, c'était des gens qui avaient déjà un niveau de protection élevé. Malgré tout, il peut y avoir une attaque. C'est prouvé. Donc l'idée du courtier, c'est de dimensionner ce risque qui n'est pas qui est certain à un moment ou à un autre. Donc même si on est très bien protégé, à un moment ou à un autre, et ça peut passer, et à partir de là, il va y avoir des conséquences financières. On parle vraiment que de conséquences financières. La conséquence financière, c'est j'ai des pertes de données, donc mon client va se retourner contre moi. C'est je n'ai pas travaillé pendant 3 jours, 5 jours, 1 semaine, voire 3 mois, où j'ai travaillé en mode dégradé, donc j'ai des pertes financières. Et pour ça, donc, il faut des contrats qui sont spécialisés. J'ai l'impression que chez les assureurs, il y a eu des phases, il y a eu une évolution et qu'il y a une période qui n'est pas si lointaine, on assurait des risques cyber de façon un peu globale. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les assureurs ou les contrats d'assurance, à juste titre, sont beaucoup plus regardants sur ce qui est mis en œuvre et sur ce qui est assuré, mis en œuvre pour protéger les entreprises et sur la spécialisation des risques. Aujourd'hui, on a des assureurs, des compagnies d'assurance spécialisées qui vont, qui sont essentiellement constitués, c'est plus vraiment des assureurs pour la partie montage de dossier, c'est le travail du courtier, mais qui savent estimer le niveau de protection de l'entreprise. Et à partir de là, ils dimensionnent leurs primes, leurs capitaux. Et c'est ça qui fait la vraie différence. Voilà. C'est-à-dire que les assureurs moi je fais un métier de courtier, donc je sais comparer un contrat d'assurance, je sais vers quelle compagnie envoyer telle ou telle entreprise, mais je n'ai pas la compétence technique qui permettrait d'estimer le niveau de risque, alors qu'eux l'ont. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est adossé à des assureurs vraiment spécialisés. Alors, j'ai une question beaucoup plus terrain par rapport aux revendeurs ou à la distribution. J'ai l'impression. Est-ce que tu as une idée du pourcentage des gens qui s'assurent ou qui viennent te voir pour des risques cyber par rapport à des populations de professionnels? Est-ce que tu as l'impression que c'est une minorité, que c'est encore une minorité? Aujourd'hui, ça dépend de la taille des entreprises. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé sur l'assurance cyber, il y avait, ce sont des chiffres, sont pas les miens, mais il y a 4% des boîtes du CAC 40 qui étaient assurées. Alors aujourd'hui, elles sont toutes assurées. En fait, le niveau descend. Donc donc aujourd'hui sur les gens qu'on voit aujourd'hui sur le salon d'IT, ils sont à 90% pas assurés. Et ils sont souvent pas assurés parce qu'ils pensent l'être. Souvent, dans la plupart des cas, c'est qu'ils sont persuadés, oui, mais on a plein de contrats d'assurance dans notre entreprise. Une responsabilité civile. Voilà, et on a une responsabilité civile. Donc, si mon client se fait hacker, et que c'est passé par moi, je suis assurée en responsabilité civile. Eh bien non, justement non, parce que c'est clairement exclu dans les contrats d'assurance. Dans 99,9% des contrats d'assurance, c'est exclu. Et ça, ils en sont pas conscients ou souvent, dans les petites structures, ils prennent pas le temps de s'en occuper. Parce que voilà, donc moi je suis référencée auprès d'une fédération qui me renvoie systématiquement dès qu'elles sont le contact. Et quand on a le contact du chef d'entreprise, on fait un contrat à 99,9%. Voilà. Donc, mais il faut que le chef d'entreprise, à un moment, s'arrête et se dise, bon, je suis couvert ou je ne suis pas couvert. Alors, le fait de vouloir un agrément cybergouv, etc., a bien avancé le sujet. Parce qu'à partir de là, pour avoir cet agrément, il faut montrer son attestation RC. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a des trous de garantie dans l'exécution. Dans la RC, c'est l'exécution du travail.
Et souvent, ils complètent le contrat responsabilité civile professionnelle par un contrat spécifique cyber pour qu'eux-mêmes soient protégés et avoir une prise en charge des conséquences chez leurs clients. Donc voilà. Et dans les contrats de cyberassurance, est-ce qu'il y a des clauses disant par exemple qu'ils ont obligation de se protéger, jusqu'à quel niveau? Comment ça se... Ça dépend vraiment de l'entreprise. Ça dépend de la taille, du métier. Effectivement, une société qui fait de l'hébergement, qui héberge les données de ses clients, qui héberge des données de santé, etc., elle doit avoir automatiquement, pour que l'assureur s'engage derrière elle, elle va avoir un niveau de protection, elle va devoir afficher un niveau de protection plus élevé. Mais ça dépend vraiment et du métier exécuté et des capitaux, de la taille de l'entreprise. Mais c'est sûr que dans ce qui va dimensionner la prime, le niveau de protection est hyper important. Mais les acteurs avec lesquels on travaille aujourd'hui vont au-delà de simplement chiffrer et d'être là au moment du sinistre. Ils mettent à disposition des entreprises qui s'assurent tout plein d'outils comme de la formation phishing, des scans de vulnérabilité interne, ils donnent des outils, ils comprennent ça dans leur contrat d'assurance, ce qui fait que automatiquement c'est gagnant parce que pour eux ça limite le niveau de risque, hein, donc ils ne paieront pas les conséquences ou moins les conséquences. Au moment de la gestion de crise, ils seront immédiatement là parce qu'ils connaîtront l'entreprise, ils savent ce que l'entreprise avec qui elle travaille, etc. Et à partir de là, c'est beaucoup plus efficace. Hein. Ce n'est pas de la philanthropie de leur part, c'est simplement que plus tôt ils interviennent, mieux ils interviennent, moins ils paieront les conséquences. Guillaume, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que c'est possible de se protéger un peu. C'est bien sûr que c'est possible. Ça, surtout face à des menaces de cybercriminalité. Les cybercriminels, ce n'est pas des gens obsessionnels, c'est des gens fainéants. Et à leur place, on serait pareil. Si ça résiste quelque part, ils passent au suivant. Ils ont l'embarras du choix en termes de victimes potentielles. Donc le fait de se protéger, d'élever son niveau de sécurité, ça a un effet majeur en pratique. Ça ne résout pas tout, je reviens complètement ce que dit Sophie. Mais vraiment, l'idée, quelque part, qu'il faut réussir à mettre en place, il faut convaincre chacun de rentrer dans cette logique vertueuse, c'est se protéger, ça passe par de la formation, ça passe par de la sauvegarde sécurisée, ça a l'air de rien, mais dans les victimes, il y a ceux qui ont des sauvegardes saines et puis il y a ceux qui n'en ont pas. Le monde se sépare en deux, très clairement. Quand vous avez des sauvegardes saines, vous savez que vous allez vous en sortir. C'est plus ou moins long, c'est plus ou moins difficile, mais on s'en sort toujours. Quand vous n'avez pas de sauvegarde, vous pouvez tout perdre tout le patrimoine informationnel de l'entreprise. Et on voit comme ça des entreprises mettre la clé sous la porte, purement et simplement, parce qu'elles ont perdu toute leur valeur. Donc, de la sensibilisation, de la préparation, de la sauvegarde, de la détection d'attaques, réagir le plus tôt possible, de la remédiation dès qu'il faut, et puis compléter ça avec l'assurance. Je parle sous le contrôle des spécialistes, mais l'assurance et la protection, il ne faut pas les opposer, c'est tout l'inverse. Ça va très bien ensemble. L'assurance est là pour assurer un risque résiduel, mais encore faut-il qu'il soit résiduel, ce risque. Les gens qui font rien pour se protéger, qui comptent uniquement sur leur assurance, même si ça fonctionne, ça peut être extrêmement douloureux quand même, confère ce que je viens de dire sur ceux qui perdent toutes leurs données. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à pousser aujourd'hui. Nous on le fait par exemple, on a une offre cyber qui vise justement à apporter des solutions, on n'est pas les seuls d'ailleurs, mais des solutions comme ça, sensibilisation, sauvegarde, détection. Et alors, on ne vend pas d'assurance parce qu'on n'est pas habilité à le faire, mais ce qu'on dit à nos clients, c'est et puis compléter au truc, allez voir un tel ou un tel ou un tel pour justement assurer ce risque résiduel. Et là, vous aurez un panel vraiment complet et vous allez à la fois minimiser le risque d'attaque et quand bien même il y a une attaque, vous serez protégé réellement jusqu'au bout. Éric, il y a un autre sujet qui me semble intéressant aussi, c'est qu'au-delà de la problématique du risque qui est survenu, avéré, assuré ou pas, le chef d'entreprise, notamment dans le monde de l'IT, il a des obligations de conseil. Bien en amont des problématiques de cybersécurité. Et ça, c'est un aspect juridique qui est souvent méconnu ou minimisé et que moi j'aimerais intégrer dans le risque cyber. Alors tu as entièrement raison, j'ai complètement oublié ce sujet, donc j'en avais 4, maintenant grâce à toi j'en ai 5. C'est les contentieux IT dans le domaine de l'obligation de conseil qu'on appellera l'obligation de conseil renforcée. Pour faire simple, je ne vais pas vous faire un cours de droit, ça n'a aucun intérêt, mais depuis 1967 je crois, la Cour de cassation considère que l'informatique est un produit dangereux. Voilà, tu as 3 produits dangereux en France, le nucléaire,
les usines qui explosent, donc Céveso 1, 2, 3, 4, 12, et l'informatique. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. C'était une belle décision qui avait été rendue par la Cour de cassation sur un Big Bang qui avait complètement foiré chez un éditeur de presse qui s'appelait Femme Marion, de mémoire. Et la Cour de cassation avait dit, si ça a foiré, c'est en partie de la faute du prestataire informatique qui n'a pas suffisamment expliqué qu'un Big Bang, c'était dangereux. Bon, depuis, on se trimballe ça. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que le prestataire, alors tu parles du chef d'entreprise, mais en gros le prestataire, donc l'entreprise, doit, quand elle vend de l'informatique, mais c'est vrai aussi pour les télécoms, elle doit un conseil renforcé à son client. Conseil renforcé, ça veut dire quoi? Information, conseil, alerte et mise en garde. Voilà. Dans le monde normal, on a juste information, conseil. Voilà, tu vas chez Darty, tu demandes, tu vas chez un Darty ou boulanger, voilà, j'en aurais donné 2, et tu demandes un micro-ondes pour une famille nombreuse, on va te dire, voilà, moi je vous informe effectivement que chez Darty on vend des électroménagers et je vous conseille de prendre un 60 litres, je dis n'importe quoi, j'y connais rien, avec une puissance de 12 000 watts parce que vous avez 6 enfants. Très bien, information et conseil. En informatique, on aura alerte et mise en garde. Je vous alerte, d'accord? Parce qu'on ne sait pas si les micro-ondes ne pourraient pas être dangereux pour la santé. On n'en sait rien, mais on vous le dit. Mise en garde, ne mettez pas des animaux vivants dans le micro-ondes parce que, même pour les réchauffer, ça ne va pas marcher. Voilà. Je caricature à l'extrême, mais c'est ça la problématique du monde de l'informatique. Information, conseil, alerte et mise en garde. Et on voit que c'est vrai pour toutes les prestations informatiques. Ça va du conseil traditionnel, l'intégration, l'hébergement, etc. Et dans le domaine de la cyber, évidemment, on attend que l'alerte et la mise en garde soient la plus détaillée possible et qu'on ne se contente pas de dire aux gens, oui, on va vous mettre un SOC ou oui, on va vous mettre des sauvegardes. Et je rejoins ce que dit Guillaume en matière de sauvegarde. Ce qui a sauvé notre client, c'est notamment Sophie et sa bande, mais c'est aussi le fait qu'on avait un DSI plutôt pas mauvais avec des sauvegardes qui étaient saines. Parce que quand tu as un rançongiciel et que tout est par terre, le seul truc qui peut te sauver, c'est les sauvegardes. Donc je rejoins ça. Et donc pour revenir à mon obligation de conseil, effectivement, moi j'ai pas mal de contentieux. Pourquoi? Parce que tel prestataire a vendu du patch management, puis ça n'a pas marché parce que de toute façon l'entreprise s'est fait percuter. Soit on a vendu un SOC, et oui, le SOC c'est bien, mais le SOC ça n'empêche pas non plus une attaque. Ça permet de la limiter, ça permet de l'atténuer, ça permet d'alerter, etc. Mais ça ne permettra pas forcément de l'empêcher. Donc il faut naturellement que les prestataires prennent l'habitude d'avoir des contrats, et si possible des bons contrats, ce que je disais tout à l'heure, mais aussi des bonnes offres commerciales. Et une bonne offre commerciale, c'est une offre commerciale dans laquelle on aura des explications, on aura des prix, mais on aura aussi des paragraphes qui s'appelleront information, conseil, alerte et mise en garde. Alors ça, c'est très important, me semble-t-il, parce qu'en tant que chef d'entreprise, si tu as fait déjà les bonnes propositions commerciales, avec des offres, par exemple, de cybersécurité, de sauvegarde, de golden data, des choses comme ça, si le client refuse ces offres, quelque part, c'est beaucoup plus difficile de te mettre en cause. Exactement. Donc, faire des offres commerciales systématiquement, on ne parle même pas du prix, mais ça permet de protéger un minima le chef d'entreprise offreur. Ah, mais ça le protégera d'autant plus que, comme encore une fois, tu es sur une obligation de conseil renforcée, ce qui n'est pas écrit vient contrarier l'entreprise en fait. Donc il faut l'écrire parce que si c'est vide, si c'est pas expliqué, le juge dira mais qui est le professionnel? C'est vous, l'entreprise de services numériques, le SN. Donc c'est vous qui êtes en défaut en fait. Et ok, le contrat n'est pas clair, la proposition n'est pas claire. Ok, le client il a signé un truc en ne comprenant en gros pas trop ce qu'il a signé. Mais c'était votre problème à vous de lui faire comprendre ce qu'il devait signer. Sophie, c'est le quotidien, c'est ton quotidien. Le quotidien, oui. Alors ça, c'est plus le volet responsabilité civile professionnelle. Parce que le contrat spécifique cyber, Oui. Ça, c'est le volet responsabilité civile professionnelle. Mon quotidien, c'est quand même que, effectivement, là encore, comme pour le cyber, il faut des assureurs spécialisés. Parce que les ESN, ce qu'Éric vient d'expliquer, ont une responsabilité beaucoup plus large que le simple vendeur d'un produit. Voilà. Donc à partir de là, il faut là aussi un courtier spécialisé qui connaisse bien les métiers de l'informatique et qui, tout bêtement, liste bien la totalité des métiers exercés. Et ça, c'est mon quotidien, c'est qu'une entreprise de l'informatique me dit « je fais ça, ça, ça ». Et puis dans son contrat d'assurance, il manque le troisième volet. Ce qui fait qu'au moment du sinistre, l'assureur dira, est en droit, et il le fera, parce que les assureurs ne font pas de cadeaux. S'il y a une ligne, s'ils ont été attaqués sur une ligne qui n'est pas explicite, qui est clairement indiquée dans leur contrat d'assurance, ils se débrouillent tout seuls pour payer les conséquences.
Donc là, ça peut, en responsabilité civile, ça peut aller très loin, ça peut être très cher, ça peut tuer, ça aussi ça peut tuer une entreprise. Mais comment il faut faire quand on est chef d'entreprise? Il faut tout lire? Ben, faut- merci Eric, il faut prendre un bon courtier, merci Eric. Mais oui, il faut prendre le temps de s'en occuper, c'est un vrai sujet. L'assurance responsabilité civile et cyber, c'est pas un sujet qu'on traite. Voilà, il faut prendre un peu de temps pour sortir son contrat, vérifier et régulièrement, parce qu'une entreprise, ça vit. Ça développe de nouveaux métiers, surtout dans du monde de l'informatique. Il faut régulièrement, il faut demander des assureurs spécialisés. Mais j'ai l'impression, moi, qu'en discutant avec les assureurs, de toute façon, qu'on le lise ou qu'on ne le lise pas, on signe ou on ne signe pas. C'est le seul choix possible. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et Oui, donc, alors, on a besoin d'une responsabilité civile. C'est difficile aujourd'hui d'en trouver, par exemple, dans les entreprises. Et, ça, c'est le travail du courtier. D'accord. Voilà, D'accord. le travail du courtier, bien sûr, le chef d'entreprise, lui, il n'est pas assureur, hein, d'accord. C'est typiquement le travail du courtier. Le courtier spécialisé dans le domaine, il va savoir poser les bonnes questions à ses clients pour être sûr qu'il a bien compris le métier exercé et trouver la bonne compagnie qui répondra aux besoins de... Et nous, on est engagé en responsabilité si on ne donne pas le bon conseil, très clairement. Et alors, j'aimerais l'avis d'Éric et de toi, Sophie. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ce sont des failles de sécurité qui s'ouvrent, nouveaux formats. Comment est-ce qu'on peut se prémunir? Est-ce que, par exemple, dans des contrats, on peut écrire quelque chose dans le genre il ne faut pas utiliser l'intelligence artificielle ou il ne faut pas faire appel à ce type d'outils ou de services? Alors je pense que la question elle est plus pour Guillaume, mais je veux bien répondre côté juridique. Côté juridique, qu'est-ce qu'on fait? On fait deux choses. La première, c'est que déjà on régule dans l'entreprise. Ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est il y a des boîtes dans lesquelles on dit ça c'est interdit. Donc d'abord l'IA est interdit, ou alors cette IA-là est interdite, ChatGPT ou une autre, ou alors nous avons développé notre propre outil d'IA, donc c'est celui-là ou aucun autre. Tout ça, ça se régule. Alors, je sais, on va me dire, vous arrêtez pas de vendre des chartes informatiques et des machins et des chartes, mais ça ne peut se réguler que par des chartes ou des conditions d'utilisation qu'on va faire accepter par les utilisateurs, moyennant aussi une formation, parce que c'est pas la peine de leur mettre ChatGPT dans les mains s'ils savent pas l'utiliser. C'est comme dire à quelqu'un, tiens, voilà, je sais pas, moi, une Formule 1, fais-moi un tour. Bah, tu feras pas 100 mètres, voilà, c'est tout. Il suffit d'appuyer sur la pédale, on tournera autour. Donc, la première chose à faire, c'est dans l'entreprise déjà savoir ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, réguler et former les gens. Après, dans les relations contractuelles, effectivement, il y a des endroits où on dit ça, c'est pas possible. Nous, par exemple, je conçois très bien et ça me pose aucun problème que certains clients nous disent je ne veux pas qu'en tant que cabinet d'avocats, vous utilisiez d'outils d'IA pour travailler pour moi. Pourquoi? Parce que même si vous êtes sympa, même si, et c'est notre cas au cabinet Racine, on a adopté une charte IA disant aux collaborateurs, il n'est pas question de faire ci, faire ça, machin, pas question de charger des documents des clients, voilà, il y a plein de trucs qu'on a interdits, voilà, c'est comme ça et pas autrement, parce que c'est les obligations qu'on a vis-à-vis de nos clients. Moi, j'ai pas de problème pour accepter qu'un client contractuellement me dise zéro IA quand vous travaillez avec moi. Voilà. Guillaume, quel est le niveau minimum aujourd'hui de la cyberassurance, de la cybersécurité? Quel est le minimum à faire? Minimum syndical? Le minimum, ça dépend beaucoup de ce que vous faites. C'est pour ça qu'on a toujours promu plutôt une approche par les risques. C'est à chacun de faire un petit peu l'analyse de ces risques. Qu'est-ce que je veux protéger, contre quoi, et ainsi de suite. C'est pas du formalisme, c'est pas pour le plaisir de faire ces travaux-là, mais c'est plutôt pour justement dimensionner les protections, les niveaux d'assurance au juste niveau. Ça ne sert à rien de faire des Fornox si vous êtes un acteur quelque part lambda, ce qui n'est pas péjoratif chez moi. Et à l'inverse, il y en a certains qui ont des sensibilisés vraiment spécifiques. Donc ce travail d'analyse, il n'y a pas besoin de dépenser des sommes folles et d'embaucher des tonnes de consultants pour le faire. Mais il est important. Et quand on regarde les réglementations, NIS 2, DORA et tout ça, de toute manière, la première des règles, la première des choses à faire, la première des choses qu'on vous demande, c'est de faire une analyse de risque. Ça, on n'y coupe pas. Après, si vous êtes une entreprise standard, je vais prendre le cas d'une PME par exemple, c'est peut-être ce qui peut nous intéresser le plus ici. En fait, on sait qu'on a besoin d'un minimum de sécurisation des données, de sauvegarde des données. On a besoin d'être capable de détecter un minimum ce qui peut se passer sur les réseaux. On a besoin d'authentifier un minimum. Je le rajoute à dessein pour bien dire que le but, c'est pas de faire des trucs
complètement fou, mais de détecter un petit peu ce qui se passe, d'identifier les utilisateurs, que n'importe qui puisse pas se connecter dessus. Et puis quelques points de vigilance particuliers qui sont des points classiques. Le site web peut évidemment être une cible facile et ainsi de suite. Donc voilà, ce travail il est bien documenté. Des guides, il en existe plein. L'ANSSI en a fait, Cyberalliance en a fait. Donc prendre le temps un petit peu, comme ça a été dit, de se renseigner là-dessus, c'est vraiment important. Et après, être capable d'aller chercher des compétences au juste nécessaire, c'est également important parce que la mise en place de moyens de sécurité, de protection cyber au sein d'une entreprise, c'est un métier de professionnel comme beaucoup d'autres métiers. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'acteurs des télécoms, de la téléphonie sur IT Partners. Le travail en mobilité, la mobilité, l'utilisation d'outils mobiles a ouvert encore de nouvelles failles de sécurité importantes, tant pour les données de l'entreprise que pour les données personnelles, que pour les... Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs des télécoms qui sont confrontés à des problématiques de sécurité, de sécurisation dans un contexte d'utilisation mobile first. Quelque part, c'est le monde qui évolue. Si je vous disais le télétravail, c'est dangereux, la mobilité, c'est dangereux, donc il faut remettre tout le monde au bureau et puis il faut mettre des barbelés autour de tout ça, vous me diriez, bah ouais, mais c'est pas réaliste ce qu'il raconte. Et de fait, ce n'est pas réaliste. Donc ce qu'il faut, c'est être capable de s'adapter aux besoins et après, de mettre le minimum de sécurité qui permet quand même de protéger ce besoin-là. Avec les limites que l'on connaît. Si vous avez un collaborateur qui est en télétravail, vous pouvez mettre tous les moyens de sécurité techniques que vous voulez. Si quelqu'un va chez lui, le menace et lui demande de sortir tel et tel document, il va obtenir les documents, bien évidemment. Ce qui sera plus dur à faire probablement dans un contexte de l'entreprise. Mais globalement, il ne faut pas être défaitiste, même si ça complique un petit peu la tâche des défenseurs. On sait traiter la mobilité, on sait traiter le télétravail, on sait traiter le fait qu'aujourd'hui, les systèmes ne sont plus fermés. Les systèmes d'information fermés, j'en connais plus, et ça fait un moment que j'en connais plus. Mais tout ça, c'est fait pour communiquer. Ce qu'il faut impérativement, c'est être capable toujours d'identifier les utilisateurs, voir les différents composants des systèmes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais certains parlent de zéro trust. Alors parfois, c'est très marketing, mais zéro trust, c'est ça. C'est finalement, on admet que dans les systèmes, il y a plein de petits composants qui ne sont pas confiance les uns les autres a priori. Et donc, par cette approche-là, on arrive à créer une confiance globale. Et donc, au final, des composants, ils ne sont pas obligés d'être au sein de l'entreprise directement, ils peuvent être ailleurs, et on peut quand même faire de la sécurité de très haut niveau comme ça. Mais voilà, ça demande quelque part un véritable effort, c'est non trivial à faire. De même que, pareil, la protection des communications, vous parlez des télécoms, on sait protéger les communications aujourd'hui, bien évidemment, heureusement, on sait faire ça. Encore faut-il le faire. Il faut les chiffrer évidemment, il faut mettre en œuvre des moyens techniques qui vont bien, mais on sait faire aujourd'hui. Si on s'en donne la peine, on sait tout à fait résoudre ce genre de problème. Pour ramener nos réflexions un petit peu au monde de la distribution et au monde des revendeurs IT, quels sont les conseils qu'on pourrait leur donner aujourd'hui à mettre en œuvre immédiatement, pas demain parce qu'ils seront encore sur IT Partners, mais après-demain, quand ils vont rentrer dans leur entreprise, quels conseils on pourrait leur donner? Deux choses évidentes pour vous à mettre en œuvre tout de suite maintenant, si on est une entreprise de la distribution IT. Guillaume, qu'est-ce qu'il faut faire? Rappeler tous ses clients en étant sûr qu'on leur a bien proposé de la cybersécurité et des golden data? Moi, je commencerai par l'interne, parce qu'il faut déjà être propre chez soi avant de donner les bons conseils aux autres. Reprendre les guides de cybermalveillance pour s'assurer que on ne fait pas n'importe quoi avec les mots de passe, on ne fait pas n'importe quoi avec les smartphones, on ne fait pas n'importe quoi avec les clés USB, même si ça disparaît, et ainsi de suite. Ça paraît absolument essentiel. Et après, en effet, dans ce que l'on propose à ses clients, il y a une vraie responsabilité, quel que soit le sens formel que l'on donne à ce terme, et la responsabilité juridique qui va avec. Il y a une vraie responsabilité. Et donc, pour moi, un partenaire IT moderne, c'est un partenaire qui intègre ces questions de sécurité et qui ne va pas vendre des trucs en disant « Bon, et puis pour la sécurité, c'est pas mon truc, allez voir chez d'autres ». C'est important. Et c'est pas si simple que ça, parce que ça peut faire peur, peut-être, d'intégrer la cybersécurité. Moi, je vois, je vais faire de la pub pour mes amis d'Euclès qui font partie de Docapos, qui sont juste à côté. Euclès, son travail initialement, c'est de vendre de la GED, de la gestion électronique de documents. Et
petit à petit, ils sont allés vers le cyber parce ils ont bien vu que le fait de vendre de telles solutions, c'était très lié au fait de le protéger également, de protéger le client, de protéger ses données, de faire de la sauvegarde sécurisée. Et donc c'est pour ça que si vous allez sur leur stand, vous verrez à la fois des outils de jet, des choses classiques entre guillemets en termes d'IT, et également de la cybersécurité. Et c'est pas une diversification, c'est pas une défocalisation. Au contraire, c'est très cohérent de faire ça ensemble. Eric, quel conseil tu pourrais donner à un professionnel de la distribution et de l'IT, à part le fait de prendre un rendez-vous avec toi immédiatement? Non, je lui dirais surtout de connaître ses clients. Comme je te disais tout à l'heure, la première chose que les gens nous demandent en cyber, nous, c'est de savoir quel est le référentiel qui est applicable, qui leur est applicable en tant qu'entreprise. Donc une banque, Dora, un établissement de santé, PGSSIS, enfin, etc. Donc, et en fait, il faut que le prestataire, distributeur, sache avec qui il bosse. Parce qu'il ne peut pas rendre le même service à un client qui est un cabinet d'avocats, à un client qui sera une boîte de finances. Je ne parle pas des grandes banques, des grandes assurances, etc., mais une boîte qui fait des fonds d'investissement et qui a peut-être 500 millions de capital en placement, mais qui rentre dans le cadre de la réglementation. Une entreprise qui sera soumise à NIS 2 et qui attendra de son prestataire qu'elle lui offre des services qui sont conformes à NIS 2. Et donc, il est très important que les prestataires sachent avec qui ils travaillent pour pouvoir délivrer le bon conseil dont tu parlais tout à l'heure. Après, encore une fois, si le client ne suit pas ce conseil, ce n'est plus le problème du professionnel. Mais pour pouvoir donner un bon conseil, il faut savoir quel est le référentiel du client. Sophie, quel Alors, conseil immédiat Donc, pour une entreprise de distribution? prendre 5 minutes pour ressortir son contrat de responsabilité civile pour vérifier que la totalité des métiers que l'entreprise exerce est bien clairement listé dans son attestation d'assurance. Et quand je dis clairement listé, ça veut dire aussi que quand je suis ESN et que je facture des prestations d'hébergement en sous-traitance, je suis clairement engagée en responsabilité, Eric. Donc à partir de là, vérifier que tout ça c'est bien listé. Se poser la question de l'assurance cyber parce que c'est indispensable pour la survie de l'entreprise ESN et informer ses clients que moi, ESN, je suis assurée en RC, en cyber, mais en revanche, si mon client subit une attaque, ce n'est pas de ma responsabilité, sauf faute approuvée, etc. Donc il faut que lui aussi se pose la question de l'assurance. Donc il y a vraiment les 3 niveaux. Merci. À ce stade, j'ai 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est que le temps passe vite et qu'on va arriver au bout de cette table ronde. La bonne, c'est que pendant quelques instants, nos trois experts seront en bas devant le hall. Vous pouvez les aborder pendant 2 ou 3 minutes. Ils seront encore là. Après, ils vont disparaître. Donc, profitez-en. L'idée donc de cette table ronde était de réfléchir ensemble, de vous donner quelques éléments de compréhension, de travail potentiel sur la cybersécurité avec un autre prisme, pas uniquement technique, mais sur les risques juridiques, sur les avantages qu'on peut trouver dans les assurances, et puis d'avoir une réflexion un peu en perspective, en prospective. Je tiens à les remercier tous les 3 d'être ici avec nous et d'avoir passé du temps pour la préparation et pris du temps avec vous pour venir ici. Grand merci à tous les 3. Merci de nous avoir invités. Merci surtout. de l'invitation. Merci. Et à bientôt.